6 mois. 6 mois qu'il n'avait pas adressé la parole à une âme qui vive, à l'exception de son cheval. Le silence des plaines avait cette façon de s'infiltrer en un homme, de le vider de sa substance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent sifflant entre ses os. Quand il entra dans le poste avancé poussiéreux de rédemption, il ne cherchait pas une femme. Il cherchait juste le son d'une voix humaine. Mais quand le commissaire-priseur traîna la jeune Apache, silencieuse et provocante, et la proposa pour le prix d'une bonne bouteille de whisky, une solitude plus profonde que le canyon lui-même lui fit lever la main. Si cette histoire vous tient déjà en haleine, cliquez sur j'aime. Nous ne faisons que commencer, et ce récit de désir interdit est sur le point de devenir bien plus dangereux. Le voyage de retour vers sa cabane isolée se fit dans un silence de plomb, un silence différent de celui auquel il était habitué. Ce n'était plus un vide, mais un espace rempli de questions sans réponse et de la présence indéniable de la femme qui marchait à quelques pas derrière lui. Il s'appelait Silas, un nom aussi simple et usé que ses bottes en cuir. Il n'avait pas demandé le sien, il ne s'attendait pas à ce qu'elle le lui donne. La transaction était une chose brute, née du désespoir et d'une solitude si intense qu'elle était devenue une douleur physique. Pourtant, en la regardant marcher, le dos droit, le menton levé face à l'immensité hostile, il ne vit pas une propriété. Il vit une flamme de défi qui brûlait tranquillement dans le désert de sa vie. À mi-chemin, alors que le soleil impitoyable atteignait son zénith, son cheval fit un faux pas. La gourde en cuir attachée à sa selle se détacha et tomba, se fendant sur une pierre tranchante. L'eau, plus précieuse que l'or, s'infiltra instantanément dans la terre assoiffée. Silas jura à voix basse. Il ne lui restait qu'une petite flasque à sa ceinture. Assez pour un homme, peut-être, pas pour deux. Il la regarda. Son visage était un masque impassible. Mais il vit la fine pellicule de sueur sur sa lèvre supérieure, la façon dont elle avalait discrètement. Sans un mot, il détacha la flasque, but une petite gorgée, puis s'avança et la lui tendit. Elle le fixa, ses yeux doncés profonds scrutant les siens, cherchant le piège, le prix caché. Il attendit simplement, la flasque tendue. Lentement, comme si elle avait peur que le geste ne soit une illusion, elle la prit, but avec parcimonie et la rendit. C'était la première fois qu'il partageait quelque chose de plus que le silence. Sa cabane n'était guère plus qu'une cicatrice sur le flanc de la montagne, une construction grossière en rondins qui semblait s'accrocher à l'existence contre la volonté du vent. Pour Silas, c'était une forteresse contre le monde, contre le bruit des hommes et le poids de leur jugement. Maintenant, en y entrant avec elle, il la sentit se rétrécir, devenir une cage. Elle se tenait près de la porte, un animal sauvage prêt à fuir, ses yeux balayant l'unique pièce, le lit de corde, la table en pin, la cheminée en pierre noircie par la suie et les peaux d'animaux jetés en guise de tapis. L'endroit sentait le bois fumé, le cuir et la solitude. « Vous pouvez prendre le lit, » dit-il, sa voix rauque par manque d'usage. Les mots semblaient maladroits, étrangers dans l'air. Elle ne répondit pas, ne bougea pas. Son silence n'était pas vide, mais il était lourd. Une armure qu'elle portait avec une dignité féroce. Les jours se transformèrent dans une routine étrange et silencieuse. Silas chassait et coupait du bois, toujours conscient de sa présence. Elle entretenait le feu, préparait les repas avec les maigres provisions qu'il possédait, et raccommodait ses vêtements usés avec une habileté qui la surprenait. Chaque action était précise, délibérée. Elle se mouvait dans sa cabane comme un fantôme, une présence qui ne laissait pas de traces, mais qui changeait tout. Il commença à laisser un seau d'eau chaude le soir pour elle. Elle commença à lui laisser un morceau de pain de maïs avant qu'il parte à l'aube. C'était leur conversation, un langage de gestes qui se tissait dans le silence. Mais le monde extérieur ne reste jamais à distance bien longtemps. Un soir, alors qu'une tempête de poussière rageait dehors, frappant la cabane avec des rafales hurlantes, des coups violents retentirent à la porte. Ce n'était pas le vent, c'était une poigne humaine, lourde et exigeante. Silas agrappa son fusil, le métal froid et familier dans ses mains. Et il fit un geste à la femme de s'éloigner de la porte, de se cacher dans l'ombre la plus profonde près du foyer. Pour la première fois, il vit une lueur de peur dans ses yeux, une craquée dans son armure de silence. La porte ne tiendrait pas longtemps. Dehors, 3 silhouettes sombres attendaient, leur forme à peine visible à travers le voile de poussière tourbillonnante. Ils n'étaient pas venus par hasard, ils étaient venus pour elle. Et Silas, l'homme qui avait acheté une femme pour briser son silence, réalisa soudain qu'il allait devoir se battre pour protéger le sien. Le bois de la porte gémit sous l'impact d'une botte lourde. « Ouvre, Silas, on sait qu'elle est là-dedans. » La voix était comme du gravier dans un broyeur, un son dépourvu de toute chaleur humaine. Silas ne répondit pas. Son monde s'était rétréci aux 4 murs de sa cabane, au souffle léger de la femme derrière lui,
et au canon de son Winchester. Il jeta un coup d'œil en arrière. La peur dans ses yeux avait disparu, remplacée par une lueur froide et calculatrice. Elle montra du doigt la lourde barre de fer appuyée contre le foyer. Une idée, un plan, une conversation silencieuse, en pleine tempête. Il hocha la tête, une seule fois. Puis il cria, sa voix un rugissement pour couvrir le bruit du vent. « Je n'ai rien pour vous ici !»« Le mensonge ne te va pas, ermite !» cria l'homme. « On veut juste la fille. Le shérif paye bien pour le meurtre du forgeron. » Le mensonge était une arme, et celle-ci était bien affûtée. Il n'y avait pas eu de meurtre. C'était un prétexte, une justification peinte sur une prime pour la rendre légale. Silas le sentit dans ses os. Il se positionna à côté de la porte, le fusil prêt. D'un signe de tête, il donna le signal. La femme, rapide et silencieuse comme une ombre, souleva la lourde barre de fer. La porte explosa vers l'intérieur, arrachée de ses gonds en cuir brut, et le premier homme se rua à l'intérieur, un large sourire suffisant sur le visage. C'est alors que la femme abattit la barre de fer sur son genou, avec une force désespérée et précise. L'homme hurla, un son aigu de douleur et de surprise, s'effondrant dans un tas informe. Le chaos fut l'allié de Silas. Il fit feu à travers l'embrasure de la porte, non pas pour tuer, mais pour semer la confusion. Le deuxième homme, surpris par la chute de son compagnon, recula dans la tempête de poussière. Le troisième tira à l'aveuglette, la balle s'enfonçant dans le chambranle à quelques centimètres du visage de Silas. Silas ne perdit pas son sang-froid. Il attendit. Il écouta. À travers le hurlement du vent, il entendit le bruit d'une botte qui glissait sur la pierre à sa gauche. Il pivota et tira, tout en un seul mouvement fluide. Un cri étranglé lui répondit, puis le bruit sourd d'un corps tombant. Le silence revint, seulement rompu par les gémissements de l'homme à l'intérieur et le sifflement incessant du vent. Le deuxième homme s'était enfui, pour l'instant. L'aube arriva, peignant le ciel de teintes grises et meurtries. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle un monde recouvert d'une fine couche de poussière ocre. L'homme à l'intérieur était mort. L'autre gisait dehors, le visage tourné vers le ciel indifférent. Silas avait traîné les corps loin de la cabane, un travail macabre accompli sous les étoiles froides. Il entra de nouveau, l'odeur de la poudre et du sang viciant l'air. La femme était là, près du feu, en train de nettoyer la barre de fer avec une application méticuleuse. Il y avait une coupure sur son bras, là où une écharde de la porte l'avait égrafée. Il s'approcha, sortit une petite fiole d'alcool de son sac et un chiffon propre. Elle se raidit, s'attendant à de la violence. Au lieu de ça, il s'agenouilla et commença à nettoyer doucement la blessure. Le contact de ses mains, cailleuses mais étonnamment douces, la fit tressaillir. Quand il eut fini, il leva les yeux pour rencontrer son regard. Le silence dans la pièce était total, plus profond que tous les jours qui avaient précédé. C'est alors qu'elle parla. Sa voix, après des semaines de silence, était comme le premier filet d'eau source après un long hiver, rauque, mais clair. Ayasha. Silas la fixa confus. « Je m'appelle Ayasha », répéta-t-elle. « Je n'ai pas tué le forgeron, je l'ai guéri. » Sa femme pensait que c'était de la sorcellerie. Elle a raconté des mensonges au shérif. Et le shérif travaille pour l'homme qui veut ma terre, notre terre. Elle lui raconta tout. Pas l'histoire d'une meurtrière, mais celle de la dernière gardienne d'une lignée de guérisseurs. Sa présence sur cette terre, près d'une source cachée que sa famille protégeait depuis des générations, était la seule chose qui empêchait un baron de bétail avide, un homme nommé Randall Corbin, de s'en emparer. Il ne pouvait pas l'acheter, il ne pouvait pas la chasser légalement, alors il a fabriqué un crime, créé une prime et transformé la loi en son arme personnelle. La transaction à rédemption, elle s'y était soumise, espérant disparaître, devenir un fantôme, et ainsi protéger le secret de la source. Silas l'a entendu, et le monde a changé. La femme qu'il avait achetée pour $2 n'existait plus.
À sa place se trouvait Ayasha, une femme avec un nom, une histoire et un fardeau. Sa propre solitude lui parut soudainement une chose insignifiante, une indulgence. Il n'était plus un homme qui avait acheté une femme. Il était un homme qui se tenait sur le chemin d'une injustice monstrueuse. Le choix n'en était plus un. « Nous ne pouvons pas rester ici », dit-il finalement. « L'autre reviendra, avec plus d'hommes. » Ils partirent à la première lueur, ne prenant que le strict nécessaire. La cabane, qui avait été sa forteresse, n'était plus qu'un trappe. Ils voyagèrent pendant des jours, se déplaçant à travers des canyons et des mésas, évitant les sentiers battus. Un nouveau silence s'installa entre eux, mais il était différent. Il n'était plus fait de méfiance, mais de compréhension partagée. Il parlait peu, mais quand il le faisait, chaque mot comptait. Il lui apprit à lire les traces. Elle lui apprit les noms des plantes qui pouvaient guérir une fièvre ou assuager une douleur. Il la protégeait des dangers du monde extérieur. Elle le protégeait des démons qui le hantaient à l'intérieur. Ils trouvèrent refuge dans une vieille mission abandonnée, un squelette d'adobe qui s'effritait sous le soleil. C'est là, dans la paix fragile de la chapelle en ruine, qu'il lui raconta son histoire. L'histoire d'un homme qui avait autrefois porté un insigne, un marshal qui avait perdu sa femme et sa fille dans un incendie allumé par un hors-la-loi qu'il n'avait pas réussi à arrêter. Il avait quitté la loi, quitté le monde, cherchant une solitude qui pourrait cautériser sa culpabilité. « Je n'ai pas pu les sauver », murmura-t-il, les mots lui arrachant la gorge. Ayasha posa sa main sur la sienne. Son contact était léger, mais il l'ancra dans le présent. « On ne peut pas toujours sauver ce qu'on aime », dit-elle doucement. « Mais on peut honorer leur mémoire en sauvant ceux qu'on peut. » Cette nuit-là, quelque chose changea. L'espace entre eux se réduisit. La solitude qui avait défini Silas pendant si longtemps commença à se dissiper, remplacée par la chaleur de sa présence. Mais la paix est une denrée rare dans ces contrées. Alors qu'ils se préparaient à partir à l'aube, un bruit les glaça sur place. Le hennissement d'un cheval, tout près, trop près. Silas se précipita vers une fissure dans le mur d'adobe. Au loin, sur la crête, une silhouette solitaire se découpait sur le ciel matinal. L'homme qui s'était enfui, il les avait retrouvés, et il n'était pas seul. Derrière lui, au moins une douzaine de cavaliers apparurent, leurs fusils brillants sous le premier soleil. Ils étaient piégés. La vieille mission était devenue leur tombeau. « Combien de temps ?» demanda Ayasha, sa voix calme malgré le cercle de la mort qui se resserrait autour d'eux. Silas scruta l'horizon. Les cavaliers n'étaient pas pressés. C'était la posture de prédateurs qui ont acculé leur proie. 1 heure, peut-être moins. Ils attendent que le soleil soit plus haut, qu'il soit dans nos yeux. Il examina les murs en adobe en ruine. Ils offraient un abri, mais un abri fragile. Un fortin de poussière et de prières oubliées. Il y a une vieille porte de service à l'arrière, menant à l'ancien puits. Si je peux les retenir ici, tu pourrais te faufiler. Ayasha secoua la tête. Le défi était de retour dans ses yeux, brûlant avec une intensité féroce. Avant, tu achetais une femme silencieuse. Aujourd'hui, tu te tiens aux côtés d'Ayasha, et Ayasha ne fuit pas. Elle toucha le petit sac en cuir qu'elle portait toujours. Ma connaissance est mon arme. Ce lieu est ma forteresse. Le plan qu'elle lui exposa était audacieux, né d'une connaissance intime de la terre et de la nature humaine. C'était un pari insensé, mais c'était leur seule chance. Ils passèrent l'heure suivante dans une activité frénétique et déterminée. Silas barricada les entrées, laissant seulement de petites meurtrières pour tirer. Pendant ce temps, Ayasha se mit au travail. Elle broya des herbes séchées de son sac, les mélangeant avec de la poussière et d'autres poudres dont il ne connaissait pas la nature. Elle prépara des cataplasmes et des bandages, non pas pour les blessures qu'ils pourraient subir, mais pour celles qu'ils allaient infliger. L'assaut commença comme Silas l'avait prédit. 6 hommes mirent pied à terre et s'approchèrent de front, utilisant les ruines comme couverture, tandis que les autres commençaient à les encercler à cheval. Le premier coup de feu de Silas retentit, précis, faisant tomber un homme qui s'était exposé 1 seconde de tronc. Mais ils étaient trop nombreux.
Une pluie de balles s'abattit sur la mission, arrachant des morceaux d'adobe, emplissant l'air de poussière et du sifflement de la mort. C'est alors qu'Ayasha lança son attaque. Elle jeta les poudres qu'elle avait préparées à travers les ouvertures, en direction du vent. Une fumée âcre et irritante se répandit. Pas assez épaisse pour fournir une couverture, mais suffisamment pour faire tousser et pleurer les hommes, pour irriter leurs yeux et semer la confusion. Un cavalier, dont le cheval s'était cabré à cause de la fumée, se trouva à portée. Le deuxième coup de feu de Silas le désarçonna. 2 à terre. Mais il ne restait plus beaucoup de munitions. Il se rapprochait, se déplaçant de ruine en ruine. Silas savait qu'il ne pourrait pas les arrêter tous. C'est alors que le chef des mercenaires, un homme corpulent, au visage cruel, cria « Assez de jouer! Corben veut la femme vivante! Fumez-les !» Ils commencèrent à mettre le feu aux broussailles sèches et aux vieilles poutres en bois qui jonchaient le sol. La fumée, bien plus épaisse et mortelle cette fois, commença à s'infiltrer dans la chapelle. Ils allaient être forcés de sortir, directement dans une embuscade. « C'est maintenant, » dit Ayasha, le visage couvert de suie, mais les yeux clairs. Elle tendit à Silas un chiffon imbibé d'une concoction à l'odeur forte. « Respire à travers ça. » Alors que les flammes léchaient les murs extérieurs, Silas fit ce qui semblait être une folie. Il cessa de tirer. Il y eut un silence. Puis les hommes de Corben commencèrent à crier victoire, pensant qu'il était à court de munitions ou maîtrisé par la fumée. Ils se rapprochaient, plus confiants. C'est alors que Silas et Ayasha sortirent en courant, non pas par la porte derrière, mais directement par l'entrée principale en feu. L'effet de surprise fut total. Silas abattit un autre homme avant même qu'ils aient compris ce qui se passait. Mais ils étaient en terrain découvert. Une balle effleura son épaule, une brûlure fulgurante. Il ne courait pas vers la liberté. Il courait vers le vieux puits, au centre de la cour de la mission. Un autre homme tomba, mais il y en avait encore trop. Alors qu'ils atteignaient le bord du puits, une balle atteindit Ayasha dans la jambe. Elle s'effondra. Un cri de douleur lui échappa. Silas se retourna, se plaçant entre elle et les tireurs, son revolver maintenant vide. Le chef des mercenaires s'avança, un sourire triomphant sur le visage. « C'est fini, Marshal » ricana-t-il, ayant clairement reconnu l'homme qu'il avait pourchassé. Silas regarda Ayasha. Elle avait le visage blême de douleur, mais elle lui fit un signe de tête. Le plan tenait encore. « Tu as raison » dit Silas, sa voix résonnant dans la cour. « C'est fini. » Et il se jeta en arrière, entraînant Ayasha avec lui dans l'obscurité béante du puits. Leur chute fut courte. Ils atterrirent dans une eau glaciale et profonde. Le puits que les hommes de Corben pensaient assécher était leur porte de sortie. Il était alimenté par la même source souterraine qu'Ayasha protégeait. En dessous, un tunnel creusé par l'eau menait loin de la mission, une ancienne voie d'évacuation connue seulement à sa lignée. Alors qu'ils luttaient pour reprendre leur souffle dans l'obscurité, ils entendirent les hommes de Corben tirer dans le puits, leurs balles ricochissant sans danger sur les parois rocheuses bien au-dessus d'eux. Puis les tirs cessèrent. Aux yeux du monde, le marshal et la guérisseuse apache étaient morts. Ils émergèrent d'un demi-mille de là, trempés, meurtris, mais vivants. Silas fit un bandage pour la jambe d'Ayasha. La blessure était nette, la balle l'avait traversée. Elle survivrait. Ils regardèrent en arrière, vers la colonne de fumée noire qui s'élevait de la mission en ruine. Silas n'était plus un fantôme hanté par son passé. Il était un homme qui avait trouvé une raison de se battre. Ayasha n'était plus une paria silencieuse. Elle était une femme qui avait trouvé quelqu'un qui comprenait la valeur de ce qu'elle protégeait. Il ne l'avait pas achetée. Il ne l'avait pas sauvée. Ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Si ce récit d'amour interdit et de seconde chance a remué quelque chose en vous, montrez votre soutien avec un j'aime et un abonnement, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Nous aimons avoir des nouvelles de nos compagnons d'errance et de rêve, peu importe le coin du monde que vous appelez votre foyer. Dans le silence du désert, ils commencèrent à marcher, non pas vers une cabane solitaire, mais vers l'avenir. Le pistolero avait peut-être oublié son nom dans le feu de l'instant, mais il avait retrouvé son âme. Et cela, il ne l'oublierait jamais.